Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de cette édition élection présidentielle au Bénin, les commissaires et les directeurs départementaux de la police républicaine se forment. Ils passent en revue les notions essentielles liées à la sécurité publique et au maintien de l'ordre. Le groupe de réflexion et d'action pour le développement œuvre pour la promotion des idées et des valeurs au Bénin, une façon pour ce groupe de contribuer autrement au débat politique national. Les détails dans un instant. Et puis, lutter contre la mutilation génitale féminine, on a célébré le samedi dernier la journée internationale au Bénin. La sensibilisation a pris quartier dans certaines localités du Nord où le phénomène persiste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu ce matin en audience le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique et le Sahel, le professeur Joseph Djogbenou et Mohamed Ibn Chambas ont échangé sur le processus électoral en cours au Bénin. L'hôte du président de la haute juridiction s'est confié à la presse à sa sortie d'audience. On l'écoute. Ma visite au Bénin se situe dans le contexte de la préparative pour les élections présidentielles de 11 avril. Donc, comme vous savez, la Cour constitutionnelle joue un rôle stratégique, un rôle très très important dans ce contexte des élections présidentielles. Donc, nous sommes venus échanger avec monsieur le président de la Cour, voir comment ils sont en train de travailler pour assurer que les élections se tiennent à bonne date et que le processus peut se dérouler paisible et dans le contexte de la Constitution, les lois de Bénin. En tout cas, pour les Nations Unies, nous travaillons dans une perspective de la prévention du conflit. Donc nous espérons que tout va se dérouler dans la paix, avec crédibilité et dans la transparence aussi. C'était à l'instant Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique et le Sahel. Dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, les commissaires et directeurs départementaux de la police républicaine reçoivent une formation. Ils revisitent les notions essentielles liées à la sécurité publique et au maintien de l'ordre. La police républicaine est soutenue dans cette initiative de renforcement de capacité par la Fondation Konrad Adenauer. Ghislain Pouguet, Benjamin Denayon pour plus de précisions. Une salle remplie de barrettes dorées et argentées pour parler sécurité et élection. Le 11 avril prochain, les Béninois seront aux urnes pour élire leur président de la République. Pour une élection effective, apaisée et sans violence, les policiers républicains renforcent leurs capacités en matière de sécurité publique, de maintien de l'ordre et de la législation liée aux élections au Bénin. Ce cadre de formation vient à point nommé dans la mesure où la bonne sécurisation d'une élection est un vecteur de prévention de la violence électorale et de consolidation des acquis démocratiques. En effet, depuis sa transition vers l'état de droit dans les années 90 et l'organisation d'élections pluralistes et pacifiques, le Bénin a toujours été considéré comme un modèle de démocratie en Afrique. Cette image de marque de la nation béninoise doit être préservée. Un pays sans police peut donner l'image d'un navire sans boussole ni gouvernail.
La chose est encore plus vraie en période électorale, période où les passions peuvent se déchaîner et où les divergences peuvent s'exacerber. La police républicaine a un rôle important à jouer dans la vie des Béninois en ce temps. Nous avons aujourd'hui un défi commun à relever, celui d'organiser une élection présidentielle juste, transparente et apaisée, avec les moyens, expériences et compétences dont nous disposons. Relever ce défi nous permettra, sans nul doute, de créer de l'espoir et d'ouvrir de nouveaux horizons prometteurs à notre pays. Cette session de renforcement de capacité permettra aux hommes et aux femmes en bleu de revisiter les connaissances et d'être prêts quand le pays aura besoin d'eux. Cette formation consistera à faire un rappel à nos collègues. Elle est organisée à l'intention des directeurs départementaux de la Cour républicaine, des commissaires centraux et certains commissaires qui sont ciblés. Cette élection vient après une réforme du système partisan, alors on va leur rappeler le cadre. Elle s'organise dans les mêmes conditions que sur les autres élections. On leur rappelle le contexte et ce qui devra être désormais leur rôle, le professionnalisme, il faut qu'on leur rappelle ça. Le policier républicain par cette formation se rappelle sa responsabilité et son rôle dans le processus de renforcement de la démocratie et de la cohésion nationale. On ne change pas de registre, ils veulent contribuer autrement au débat politique national par la promotion des idées et des valeurs. Le GRAD, groupe de réflexion et d'action pour le développement, s'est officiellement présenté à la communauté au cours d'une séance de causerie débat autour des questions liées à la présidentielle. Emman Rodrigue-Amégan, le coup de bois, précision. Dans l'ombre des décideurs, des apprentis lobbyistes. Ils se veulent être un laboratoire d'idées, une sorte de think tank, un genre de fabrique de gens vertueux. GRAD, groupe de réflexion et d'action pour le développement, un concept novateur, vu de l'intérieur. Le groupe de réflexion et d'action pour le développement est un concept jamais imaginé au Bénin. En fait, il a germé depuis 8 mois, avec l'ambition originale de contribuer autrement au processus de développement. 24 au départ, ils sont aujourd'hui 480 à suivre le mouvement. Pour leur sortie inaugurale, une thématique d'intérêt national soumise à réflexion de personnalités triées sur le volet. Nous nous sommes réunis cet après-midi autour de GRAD Bénin pour un regard croisé sur la citoyenneté et le vote et examiner les enjeux pour la présidentielle d'avril 2021. Nous nous sommes rendus compte que depuis l'historique conférence des forces vives de la nation, il y a des crises répétées dans la mise en œuvre des actions politiques dans notre pays. Le peuple écoute parfois et souvent les mots d'ordre de boycott. Un bouillon d'échanges où politique, société, économie, culture et même sport sont parcourus par les panélistes. Un remue-ménage intellectuel de près de 3 heures assorti de propositions. Nous félicitons toutes les institutions de la République impliquées dans l'organisation de la présidentielle du 11 avril 2021. Nous les encourageons à continuer à jouer leur partition dans le cadre de nos lois et règlements. Le GRAD invite les candidats à la présidentielle à rester attachés aux valeurs républicaines. Le GRAD les invite à adopter des comportements et tenir des propos de paix, seul gage du développement. Au-delà de la présidentielle qui se pointe à l'horizon, ce creuset aux idéaux avant-gardistes veut s'enraciner dans le quotidien des Béninois, être cette lumière qui éclaire les consciences. Le mouvement Cercle des Amis de Patrice Talon a initié une prière musulmane pour la paix au Bénin. La dite prière a eu lieu ce week-end au champ de foi de Parakou. Plusieurs autorités politiques et administratives y ont pris part. Compte rendu Michael Noati, Vitis Ahoré. Prière musulmane au champ de foire de Parakou. Fidèles et autorités politico-administratives pris pour la paix en vue d'un processus électoral sans heurts. Dieu le Tout-Puissant, nous voici tes créatures, dont tu as créé. Nous voici, chacun de nous a les... La prière, c'est l'âme absolue. Il n'y a rien qui dépasse la prière.
Nous sommes en train de nous préparer à aller aux élections. Et nous devons nous outiller. Pour moi, l'un des outils principaux de cette élection, c'est la prière que vous venez d'organiser. Elle fait de grandes choses. Elle ouvre de grandes voies. C'est pour cette raison que je remercie le collège des religieux qui nous ont permis la récitation du Coran ce matin. Que le Seigneur, le clément, le miséricordieux, qu'il exauce toutes les prières qui ont été lues ici. On se réunit aujourd'hui pour prier pour que Dieu le Tout-Puissant puisse nous accompagner pour que ces élections se passent dans la paix, dans la tranquillité. Le cercle des amis de Patrice Talon et ce collège de religieux ont également prié pour les membres du gouvernement. Revenons à présent dans le département du Zou. Les membres de l'association Action, Solidarité et Partage ASP se sont réunis le samedi à Abomey à l'occasion de leur 13e Assemblée générale. Plusieurs activités ont meublé cette journée, dont celle liée au don de vivres à un orphelinat de la place Théodore Gagnaco d'Ocastito. Une messe d'action de grâce à l'église Notre-Dame d'Assomption d'Agnagna, dans l'arrondissement de Honli à Abomey. À l'occasion de leur 13e Assemblée générale, les membres de l'association Action, Solidarité et Partage rendent grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Et nous sommes surtout rassemblés ici pour rendre grâce. Nous voulons rendre grâce à qui? Cap est ensuite mis sur l'orphelinat La Pouponnière d'Agnagna. Ici, l'association ASP met la joie dans le cœur de ses enfants défavorisés. Un don de vivres d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA, accompagné de petits déjeuners améliorés, vient soulager les sœurs en charge de l'éducation de ces orphelins. Un geste de solidarité et de partage à mettre à l'actif de cette association. Nous n'avons pas dévié de nos objectifs, qui reste de prêter un visage, une main solidaire à tous ceux qui, frappés par un quelconque malheur, rencontrent nos chemins. Que ce qui nous a conduit à la mise sur pied de cette association, c'est avant tout la recherche et le respect de la dignité individuelle. Rappelons-nous, la dignité individuelle est égale en nous tous, qu'on soit riche ou pauvre. L'action humanitaire est une œuvre de solidarité et de respect pour la dignité humaine. Cette association a bien compris et son soutien aux couches défavorisées de la population béninoise en est la preuve. C'est le lieu pour moi de vous témoigner les sincères gratitudes de toute la population d'Abomey pour ce geste qui sera gravé à jamais dans les annales de l'histoire de cet orphelinat. Je nourris l'espoir de voir que tous les efforts consentis jusque-là, ceux en cours et plus encore la détermination de l'ASP dans cette lutte aboutissent à une réduction considérable de la pauvreté et des inégalités sociales dans notre pays. Des communications débats sur des thématiques liées à la vie de cette association sont aussi des points inscrits à l'ordre du jour. Les droits et devoirs d'une association à but non lucratif, cas de ASP, est une communication présentée par Victor Topanou, professeur à l'université d'Abomey-Calavi. Parlons de tout autre sujet à présent. On a célébré le samedi 6 février dernier la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. À cet effet, la ministre des Affaires sociales a initié une campagne de dialogue communautaire dans les localités du Nord Bénin. Ce sont des séances d'échanges participatifs et interactifs entre acteurs des communes et autorités sur le phénomène des mutilations génitales féminines. Le point de l'étape de Banikwara, dans la Liborie bien sûr, avec Christian Gadjor et Olviga Messan. Mutilation génitale féminine.
Mutilation génitale féminine, plus jamais ça à Banikwara. C'est le slogan qui a sanctionné cette étape du dialogue communautaire dans la Liborie. Les forces vives des communes de Kandi et de Banikwara se sont retrouvées pour réfléchir à comment tourner définitivement dos aux mutilations génitales féminines, dont l'une des formes est l'excision. Les mutilations génitales, c'est une pratique ancienne de plus d'un millénaire, recouvrant l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Elles sont considérées au niveau international comme une violation des droits humains des femmes et des filles, notamment de leur droit à la santé, à la sécurité, à l'intégrité physique, ainsi que leur droit à la vie lorsque ces pratiques ont des conséquences mortelles. Aujourd'hui encore, la population féminine continue d'être victime de cette pratique néfaste qui a des conséquences horribles sur leur épanouissement. Mesdames et messieurs, je voudrais solliciter à cette occasion et pour ce faire votre participation active aux échanges de ce jour afin qu'ensemble, nous puissions aboutir à des approches de solutions pertinentes et applicables pour une éradication définitive de ce fléau qui refait surface dans certaines de nos localités. Un panel de discussion a été constitué à l'occasion des échanges dirigés par la directrice générale des affaires sociales Memouna Baboni Yakoubou. On retient que la pratique existe toujours à Banikwara en dépit des efforts. La pratique existe et si elles ont échappé aux statistiques du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, c'est la conséquence de la non-dénonciation. C'est la conséquence du silence coupable de chacun et de tous. C'est la conséquence de ce que le procureur a appelé tout à l'heure ceux qui sont informés et qui ne dénoncent pas. Et la loi les invite vivement à dénoncer pour contribuer à l'éradication de ce phénomène. Dès lors, des engagements sont pris en vue d'une intensification de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Je puis vous assurer de mon entière disponibilité et de mon engagement à mettre au cœur des priorités du département cette pratique. Nous prenons également l'engagement de dénoncer les pratiquants de ce fléau. La séance a également permis au cadre du ministère des Affaires sociales d'exposer les résultats d'une étude sur la persistance des mutilations génitales féminines dans les 4 départements du Nord Bénin, ainsi que les sanctions encourues par les exciseurs et leurs complices. Ouvrons à présent la page sport de cette édition. La commission des arbitres de la Fédération béninoise de football a organisé tout récemment la phase écrite des examens de passage de grade des hommes en noir pour Francis Koto-Gouyan, premier vice-président de la Fédération et président de la commission des arbitres. Il était temps d'organiser ces examens. Après cette phase écrite, suivra la phase pratique, nous dit le premier vice-président de la Fédération béninoise de football au micro de Ikleru Gounoussero. On l'écoute. L'arbitrage est un corps hiérarchisé. Donc, il faut de temps en temps organiser des examens pour permettre à chaque arbitre de changer de grade. Vous savez, le premier grade en arbitrage, c'est arbitre de district. Et il faut franchir district pour aller à Ligue et de Ligue pour aller à Fédéral. Et c'est parmi les fédéraux qu'on choisit les arbitres internationaux. Donc, vous voyez, c'est hiérarchisé. Et sans examen, aucun arbitre ne peut changer de grade. Donc il y avait des gens qui étaient élèves arbitres depuis près de 7 à 8 ans. Des gens qui sont ligue, des gens qui sont fédéraux, ils n'ont pas eu une seule occasion depuis 7 à 8 ans pour changer de grade. Donc c'est frustrant. Donc la Fédération béninoise de football a pris ses responsabilités et à ma qualité de président de la commission des arbitres, nous avons joué notre rôle pour enfin organiser ces examens à la fierté de tous les arbitres. Ils sont très contents. Vous avez vu, plus de 1000 personnes ont composé. Vous avez vu, les résultats sont bien. Généralement, on a eu 92%
de réussite. Mais tenez-vous bien, c'est les admissibles. Les admissibles parce qu'après les tests théoriques, il faut maintenant faire les tests physiques. Il faut réussir à ces tests physiques d'abord. Et quand tu réussis à ces tests physiques, tu vas enfin faire les tests de match. Il faut aller sur le terrain et une commission va te suivre sur plusieurs matchs avant de te déclarer admis. Parfois, ça dure des années encore pour qu'on finisse ce processus-là. Donc, je crois que c'est à l'actu du football béninois puisque la qualité de l'arbitrage dépend aussi de nos matchs. Première journée de la Ligue Pro dans la zone, Dynamo de Parakou a été contraint de partager des points par Dynamique de Djougou. Le club de Parakou s'est fait rejoindre au Scopa 2 fois. Voici le film du match. Pour sa première sortie à domicile dans la zone A de la Pro League, Dynamo de Parakou passe à côté de son sujet en concédant le nul 2 buts partout face à Dynamique de la cité d'Ayoua. C'est la chance qui n'est pas souris. Sinon, on avait décidé de remporter ce match parce que c'est un match de championnat et c'est doté de points. Donc on est en train de jouer à domicile. On est forcément à avoir les 3 points. Bon, les dieux du stade ne sont pas de notre côté. Oui, c'était quand même difficile d'encaisser un but à la 35e seconde. Mais on savait qu'il y avait le jeu à jouer. J'ai essayé de faire un changement, vous l'avez vu. J'ai fait sortir le latéral droit qui était un peu fébrile sur les ballons. Et voilà, on a poussé, on s'est engagé et puis voilà. Pourtant, tout commence bien pour Dynamo, habillé ici en blanc, avec cette ouverture du score matinal à la première minute par Chérif Dine Maman sur cette perte de balle de la défense des visiteurs. Dépité, Dynamique encaisse un second but à la demi-heure de jeu, toujours par l'ailier des conducteurs Chérif Dine Maman qui signe là son doublé. Dynamique se réveille en toute fin de première partie en réduisant le score sur cette somptueuse frappe de Mohamed Temassa Mustafa. 2 buts à 1, c'est le score à la pause. Et lui, il ne lève pas le ton. Je t'ai dit de parler. C'est ça qui communique avec la défense. La seconde période de jeu est fatale pour Dynamo de Parakou. Sans repère et sans aucune solution du coach, l'équipe subit et est punie avec cette égalisation de Dynamique à la 70e minute sur ce somptueux coup franc. Deux buts partout, c'est le score final et bonne opération pour Dynamique de Djougou. Notre ambition est claire, c'est d'être parmi les 4 premières équipes de notre poule et jouer maintenant la seconde partie du championnat. Et voilà, c'est ce à quoi nous aspirons cette année. Côté Dynamo, on est conscient du travail à faire en ce début de saison. Nous allons continuer à travailler parce que le championnat, ce n'est pas un course de vitesse, c'est un course de fond. Nous allons continuer à travailler. Nous allons corriger là où il y a les erreurs. La zone A est ainsi lancée dans cette Pro League, une zone qui s'annonce intéressante. Les Buffles de Parakou concèdent la première défaite à la nouvelle saison de football. C'était ce dimanche à l'occasion du match qui les opposait bien sûr à Kandi, les champions en titre à BKFC de Bembereker. Un coup d'arrêt pour les Poulains de Draman Sanou à quelques jours du derby face aux Panthères de Djougou. Retour sur les temps forts de cette rencontre dans le reportage signé Chris Angadjo. Le stade Sakakina Gezere de Kandi a fait le plein pour cet autre derby du Septentrion. Béquet de Bembereké en jaune noir et les Buffles de Parakou en blanc s'affrontent pour recoller au peloton de cette zone A. Et les premières minutes de la partie sont à l'avantage des joueurs de Parakou qui multiplient les actions offensives. Les occasions ratées des Buffles donnent progressivement confiance aux locaux. Le match va s'équilibrer à partir de la 15e minute avec le réveil de Béquet. Beaucoup d'occasions, mais assez de maladresse dans la finition, sauf à la 45e minute où le canonnier de cette équipe de Bembereké, Malik Tanguy, va s'illustrer.
1-0, c'est le score à la mi-temps. Le début de la seconde partie ressemble à celui de la première, avec des assauts réguliers des champions en titre dans le camp de Béké. Cette fois, les efforts vont payer à la 51e minute. Emilien Sauton, d'une frappe des 35 mètres, rétablit la parité. Dans la foulée, beaucoup de changements sont faits de part et d'autre. Le jeu devient haché avec une kyrielle de fautes. Fidèle à son idéal d'un après-midi, Béké va encore attendre les derniers instants de la partie pour repasser devant. Une balle mal renvoyée par la défense des Buffles finit dans les pieds d'Éric Boki qui ne se pose pas de questions. Le champion en titre concède sa première défaite. Béké a réussi son coup. Le match précédent, notre coach a été sur le terrain des Buffles là, il a vu un peu ce que les Buffles jouent. Donc dans la semaine, on n'a fait que répéter les points faibles des Buffles. Donc c'est des gars qui sont à la défense, mais ils ne jouent pas direct, ils s'amusent avec le ballon. Donc on a profité de ça pour marquer le premier but. On a perdu un pion essentiel au milieu. Alors celui qui fait tout au milieu, il a été suspendu. Donc vraiment, on n'a pas pu trouver cette équation-là. On a recruté un qui est arrivé, mais on n'a pas pu l'utiliser parce qu'il n'a pas été enregistré. Voilà. Sinon, si ce monsieur joueur, on n'aurait même pas eu de problème. On aurait joué tranquille. Voilà. Mais son absence nous a vraiment fatigués. Les Buffles devront relever la tête au prochain match. Ce sera dans le grand derby du Septentrion face aux Panthères de Djougou. L'actualité hors de nos frontières nous conduit au Nigeria, au Cameroun, puis en Italie. C'est une compilation signée, précieuse, à Kwehono. Dans la principale ville du nord-est du Nigeria, Maiduguri, les habitants sont sans électricité depuis une semaine. Pour cause, l'attaque d'une ligne à haute tension par des djihadistes. Une situation qui vient encore compliquer la vie des habitants, déjà éprouvés par 10 ans de conflit. Depuis cette date, un soudeur raconte qu'il ne peut plus travailler. Cela fait une semaine que la ville est privée d'électricité. J'ai dû me résoudre à travailler comme ouvrier dans la construction, mais ça ne suffit pas à nourrir ma famille, explique ce père de 3 enfants. Habituellement, son atelier de soudure lui rapporte 3 000 francs CFA par jour. Mais depuis la coupure, il gagne à peine 2 000 francs et il utilise une partie de ce maigre revenu pour acheter des médicaments afin de calmer les douleurs provoquées par son nouveau travail. Cette coupure d'électricité a également entraîné une pénurie d'eau dans la ville. À Vienne, en Autriche, on reprend peu à peu une vie normale. Après 6 semaines de confinement, les magasins, les coiffeurs et les salons de beauté ouvrent de nouveau leurs portes. Seulement, les clients de salons de coiffure doivent présenter un test négatif au coronavirus datant de moins de 48 heures. Oui, je suis très heureux d'être à nouveau civilisé, avoir une coupe de cheveux normale. Oui, c'est juste du bon sens, faire et demander un test Covid et reprendre une vie normale sans risquer de voir les chiffres exploser. D'un côté, je me sens très soulagée de pouvoir à nouveau travailler. Mais de l'autre, il y a bien sûr de gros obstacles que représentent les tests Covid obligatoires. Ce lundi, le pape François s'est exprimé sur la situation en Birmanie. Le pape espère la libération rapide des responsables politiques arrêtés après le coup d'État militaire du 1er février dernier. Ces jours-ci, mes pensées vont de façon particulière au peuple de Birmanie, auquel j'exprime mon affection et ma proximité, a déclaré le pape lors de ses vœux au corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. Le Maroc conserve son titre en remportant le championnat d'Afrique des Nations CHAN grâce à sa victoire sur le Mali 2-0. Les supporters n'ayant pas pu entrer dans le stade de Douala pour cause de restrictions sanitaires ont pu regarder la finale du championnat aux abords de l'enceinte sportive camerounaise. Les Marocains affichent leur satisfaction après leur victoire 2-0 alors que les fans du Mali préfèrent saluer leur équipe qui n'a pas démérité. Grâce à sa victoire au stade Omnisport de Yaoundé, le Maroc s'offre un 2e titre consécutif.
Voilà qui met thème à cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et passez tous une très bonne journée. À demain, 13h pour notre rendez-vous.